Aujourd'hui, dans ce petit cours, c'est d'une part que les langues changent et d'autre part que parce qu'elles changent, on peut s'en servir comme indice dans une enquête historique. Alors pour commencer avec une idée qui vous est probablement familière, notre langue, notre façon de la parler peut nous renseigner. Peut renseigner quelqu'un sur notre passé, sur l'endroit où nous avons grandi, sur la langue que parlent nos parents. Si on me prend moi comme exemple, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour se rendre compte que j'ai l'accent vaudois et donc que probablement j'ai grandi dans la région. Quelqu'un qui serait un peu plus spécialiste pourra peut-être vous dire que j'ai même l'accent de Lausanne et que telle autre personne vient probablement d'Yverdon ou que sais-je de Villars-Souillon. Le même spécialiste, à partir d'autres indices, pourra peut-être dire que certaines personnes parmi vous proviennent d'une famille qui a des origines en dehors de la Suisse. Si c'est le cas, vous vous reconnaîtrez sur la carte qui est là derrière moi et qui montre les différentes langues parlées dans le canton de Vaud. Alors, certaines sont parlées depuis très longtemps, le français, peut-être, je ne sais pas si on y voit le patois aussi, et d'autres sont des langues qui sont arrivées dans le canton avec les migrations qui ont eu lieu au XXe et XXIe siècle. Mais nos langues gardent plus que la mémoire de notre histoire personnelle ou individuelle. Si on sait bien l'écouter, si on sait bien comparer la langue avec d'autres langues, eh bien, elle nous renseignera sur la façon que les gens avaient de s'exprimer il y a bien plus longtemps et peut-être même des millénaires. C'est que les langues changent en permanence. Si vous prenez sur la carte qui est là, par exemple le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, vous savez sûrement que ces langues sont toutes, en quelque sorte, des évolutions, des versions différentes d'une même langue qui était le latin. Alors, ces différentes langues, on peut se représenter leurs rapports entre elles comme des rapports familiaux. Le français, le portugais, etc. sont des langues sœurs qui toutes descendent d'une même langue mère qui est le latin. On peut donc représenter l'arbre généalogique de cette famille, on appelle la famille des langues romanes, ce que vous voyez maintenant au tableau. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque romaine, on a parlé le latin, surtout dans toute la partie ouest de l'Empire, et pendant longtemps, des contacts ont existé entre les personnes qui venaient de toutes les parties de l'Empire. Elles se parlaient entre elles, et donc elles parlaient toutes entre elles le même latin. À partir d'un certain moment, l'Empire a commencé à s'affaiblir, les gens n'avaient plus forcément la possibilité de voyager à travers toute l'Europe, et chaque communauté est plus restée dans son coin, a commencé à parler plus qu'entre eux et plus avec d'autres personnes, et donc ça a fait apparaître des langues qui ont évolué chacun de leur côté et qui ont fait apparaître des langues différentes, les langues romanes que vous voyez à l'écran. Tout ça, vous avez sûrement déjà entendu, vous l'avez certainement déjà entendu. Ce dont on parle moins, c'est que le latin lui-même était déjà le résultat d'une telle évolution. Le latin aussi, on pourrait le ranger dans un arbre généalogique avec ses langues sœurs, qui seraient les langues germaniques, les langues slaves, aussi d'autres langues comme le grec ou l'albanais. Et toutes ces langues sœurs descendraient, elles aussi, d'une langue mère commune. Cette famille, dont fait partie le latin, les langues germaniques, les langues slaves, etc., c'est ce qu'on appelle, chez les linguistes, les langues indo-européennes, parce qu'elles contiennent toutes les langues, ou presque toutes les langues parlées actuellement en Europe, et aussi un certain nombre de langues asiatiques parlées notamment en Inde, donc la famille des langues indo-européennes. Donc, une même langue, au bout d'un moment, commence à évoluer, à créer dans certains endroits des langues différentes, qui finissent par ne plus
parler la même langue dans différents endroits du continent. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que ça se produit et comment est-ce que ça se produit. Alors le pourquoi n'est pas tellement la question à laquelle les linguistes vont répondre, ce sera plutôt la question de comment est-ce que les langues changent qui va intéresser les linguistes, et c'est ce dont va vous parler maintenant Michiel. Oui. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire encore. Donc ces langues, je vous ai dit que ces langues indo-européennes étaient parlées en partie en Asie. La question qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'elles sont maintenant parlées en Europe. C'est qu'il y a eu, comme pour les langues que je vous ai montrées dans le canton de Vaud, certaines sont arrivées par des migrations. Et là, vous voyez les flèches un peu compliquées, les trajets qu'ont suivi les différents peuples qui parlaient ces langues, il y a de cela maintenant 6000 ans. Merci, je vais prendre. Oui. Je vais essayer avec ces micros-ci. Alors, donc il s'agit de savoir quel type de traces est-ce qu'on trouve en fait dans nos langues du passé. Et on pourrait dire, pour faire un peu simple, qu'il y a les mots et les sons dans les mots. Donc si on commence avec les mots, c'est notamment le sens des mots qui nous laissent des traces de ce qui s'est passé dans le passé. Donc pour prendre un exemple simple, si on prend le verbe noyer en français, n'est-ce pas, tuer d'une certaine manière, tuer dans un liquide. Et ça vient d'un verbe latin necare qui veut dire tuer tout court. Donc le sens s'est développé, s'est spécialisé, s'est resserré de tuer à tuer d'une certaine manière. Et donc, normalement, ce changement de sens a à voir avec quelque chose dans la réalité. Donc, on peut s'imaginer que noyer quelqu'un était l'une des manières préférées de tuer quelqu'un. Et on sait plus ou moins que c'était le cas, en fait. Après, on a les sons dans les mots. Donc, pour le français, par exemple, on peut dire que chaque son du français vient d'un son du latin, ou quelquefois d'une combinaison de 2 ou 3 sons qui étaient l'un à côté de l'autre. Par exemple, un P au début d'un mot en français vient normalement d'un P du latin. Donc un mot comme père en français, est-ce que vous connaissez le mot latin d'où ça vient? Le mot père peut-être? Quelqu'un qui va à l'église peut-être, et il y a une prière qu'on dit souvent. Pater, voilà, hein, le pater noster. Donc voilà, c'est pater qui est devenu père. Et puis beaucoup d'autres mots, comme pain et pot et prendre, viennent d'un mot latin qui débute avec P. Mais au milieu d'un mot, le P du latin est devenu V dans un grand nombre de mots français. Par exemple, savoir de sapere et œuvre de opera, chèvre de capra. Donc au milieu du mot, le P, c'est, on pourrait dire, ramolli est devenu plus doux et devenu V en français. Et donc ainsi, on peut retracer de chaque son son passé. Mais en détail, comment ça se passe que les sons changent? Parce que en fait, c'est les gens qui parlent, ce n'est pas la langue elle-même qui décide qu'elle va changer. Donc, ça débute avec un changement dans la prononciation de quelques gens. Par exemple, qui se mettent à dire, au lieu de « année », comme on dit dans le canton de Vaud, ils commencent à dire « année ». Donc, d'une certaine manière, c'est une simplification de la fin du mot. Et une partie de ces gens, ça se trouve que ce sont des gens cool et on se met à les imiter. Donc, c'est des gens populaires et puis il y a beaucoup de monde qui commence à dire « année ». Et puis, les enfants de ces gens trouvent ça déjà plus normal qu'on dit « année » parce qu'ils entendent ça chaque journée. Et après, les petits-enfants, pour eux, c'est déjà la seule manière de dire « année » au lieu de « année ». Année, c'est les grands-parents, ça c'est l'Antiquité. Donc, voilà, dans 2-3 générations, la manière de prononcer a changé. Et si on a 2000 ans entre l'Empire romain et maintenant, vous pouvez vous imaginer que beaucoup peut changer dans la prononciation et aussi dans le sens. Alors après, il faut savoir, on aime savoir quelles étaient les formes dans le passé. Pour le latin, évidemment, on a la forme écrite
de la langue, qui ne contiennent pas tous les mots qu'on a utilisés à l'époque, mais quand même beaucoup. Mais ça ne va pas pour beaucoup d'autres familles de langues. Mais donc on se met à comparer les langues filles. Non, les langues dont on sait, oui, ils sont apparentés. Par exemple, les langues romanes, et pour savoir du verbe noyer, par exemple, comment était la forme originaire, on peut regarder en italien, on a annegare, qui veut dire noyer aussi. On a anegar en catalan ou en espagnol. On a ineca en roman. On a nucher en romanche. Et toute cette forme remonte, quand on connaît un peu la manière dont se sont changés les sons, à necare du latin, quelques variantes avec une préposition ad necare, in necare. Et qui voulait dire, probablement déjà en latin, noyer. Donc ce changement, on le voit dans toutes les langues romanes, en effet. Donc ça, c'était déjà dans le latin vulgaire que necare avait cette spécialisation de noyer. Et c'est là où je repasse la parole à Antoine. Donc, pour conclure, la langue que nous parlons, c'est le résultat de tous ces changements. Chaque fois que vous prononcez le mot chèvre ou le mot œuvre, eh bien votre V, si on le compare avec les mots qui veulent dire la même chose en italien, en espagnol, etc., eh bien on peut se rendre compte que ça provient d'un P en latin. On peut ensuite reproduire la même chose si on compare un mot en latin avec le mot qui veut dire la même chose en grec. Souvent, on arrivera aussi à reconnaître les changements qui se sont produits dans les deux langues à partir de la langue mère indo-européenne qui était commune au latin et au grec. Donc, le résultat, c'est que chaque personne qui parle, chaque utilisateur de la langue est en lui-même un lieu de mémoire. La mémoire de tous les changements que sa langue a connus depuis ses parents, depuis ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, etc., sur des millénaires. Chacun de vous est la mémoire de sa langue. Un cas extrême de cette mémoire de la langue qui se cache dans chaque individu, c'est lorsqu'une personne est la dernière à parler sa langue, ce qu'on appelle le dernier locuteur d'une langue. Il arrive quelquefois qu'on connaisse la dernière personne à parler une certaine langue. C'est le cas, par exemple, d'un monsieur nommé Tuone Udaina, qui était la dernière personne connue à parler la langue dalmate. Le dalmate était un langage qui venait du latin et qui a encore été parlé jusqu'à la fin du XIXe siècle, à la région de la frontière entre l'Italie et la Croatie. À la fin de ce siècle, presque plus personne n'utilisait le dalmate et les gens préféraient la remplacer soit par l'italien, soit par le croate. Alors, un linguiste a eu l'idée de demander à ce monsieur Udaina de le renseigner sur sa langue pour qu'on n'en perde pas tout souvenir. Udaina lui a fait une liste de mots dalmates, lui a fait copier des contes et des chansons dans cette langue. Et c'est ce qui a permis qu'on connaisse aujourd'hui encore cette langue. Quelques années après, Udaina est mort dans un accident, et si le linguiste qui l'a interrogé n'avait pas eu cette idée, eh bien, avec lui aurait disparu tout le souvenir de sa langue. Alors même s'il est peu probable qu'un jour vous rencontriez une personne comme Tuone Udaina, qui est la dernière à parler sa langue, j'espère avoir attiré votre attention sur ce que la diversité et la variation des langues peut vous apprendre sur le passé de ceux qui les parlent.